à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la 6e saison de Cold Facts. Aujourd'hui, on va parler des deux clubs lémaniques, Genève et Lausanne, honneur aux champions d'abord. Et puis la semaine prochaine, on parlera de Fribourg, Bienne et Ajoie. Quand on parle de Genève aujourd'hui, eh bien, on a décidé de faire appel à Sébastien Tellet de Radio-Lac, qui connaît super bien le club. Vous avez l'habitude, on l'a déjà eu plusieurs fois pendant les playoffs. Avec lui, on fera un petit jeu, d'ailleurs, avec Greg, pour qu'est-ce qui est plus probable. Et puis, pour la deuxième partie, on parlera du Lausanne Hockey Club. Là aussi, avec Greg, un petit jeu entre nous de savoir qu'est-ce qui est le plus probable. Et puis, on termine avec une petite pastille sur Hockey Manager, car on vous rappelle, le mode arcade est lancé vendredi. Voilà, on commence avec Genève Servette, honneur aux champions pour cet épisode 2. Exactement. On ne pouvait pas commencer ailleurs pour le petit tour des équipes au bout du Léman pour parler du champion suisse en titre Genève Servette qui va entamer la défense de son titre. On rappelle, faire le doublé, c'est jamais simple. Pour parler de Genève Servette, comme vous en avez peut-être l'habitude, durant les derniers playoffs, il est souvent venu nous faire un petit coucou. Il y a Sébastien Tellet de Radio-Lac. Salut Sébastien. Salut Greg, salut Jean-Fred. Salut Seb. Comment vas-tu ? T'as digéré ta saison 22-23 ? T'es pas encore tout à fait prêt à passer à la suivante ? T'es dans quel état d'esprit toi d'un point de vue personnel ? J'ai mis du temps à digérer quand même ce titre. Ça a été ensuite un enchaînement de beaucoup de choses, de souvenirs, de discussions avec tout le monde à chaque fois qu'on croisait des gens. Donc voilà, mais je suis prêt là, je me réjouis. Il y a la CHL qui reprend, donc je me réjouis de revoir du hockey sur glace. Mais d'ailleurs, t'as un projet de livre, c'est juste ? On peut en parler ou bien c'est encore top secret ? Ouais, bien sûr. On a écrit un livre avec Nico Puchat, donc on a été plongé dans la saison 22-23 pendant encore un petit moment. On a rendu le manuscrit il y a 2 semaines, donc les journalistes de presse écrite font de l'audio, les journalistes audio font de l'écrit, tout va bien en fait. On est tous très polyvalents, on est des attaquants polyvalents, c'est ça ? Ouais, exactement, que les journalistes télé encore dans l'histoire, mais je crois qu'autrement on est pas mal. Ouais, je pense que les fans de Genève vont saliver à l'idée de découvrir ce livre. Ils pourront se le procurer comment ? Les autres aussi, mais je pense que ça s'adresse plutôt à un public outre-versois, cette histoire. Il sera disponible sur un peu partout, apparemment. On n'a pas encore tous les détails, honnêtement. Je découvre un peu le monde littéraire. Mais si je peux faire un petit spoil, entre guillemets, on a Benjamin Antognetti qui nous racontera sa dernière journée de hockeyeur professionnel. C'est assez sympa. Je me réjouis de lire ça, Benjamin, qui est un ami du podcast et qui est venu une fois pour un épisode qu'on qualifiera de mythique. Donc, il faut imaginer que sa dernière journée de hockeyeur l'est également. J'espère qu'il a parlé de l'interview que j'ai faite avec lui, du coup, mais je doute un petit peu que c'était le highlight de sa journée. Non, il parle pas de journaliste dans le... Bon, passons à la saison suivante. Assez parlé de la dernière, même si je pense qu'on va quand même l'évoquer encore quelques fois. Question un peu toute bête, mais ce Genève Servette, il est meilleur que le dernier, il est moins bon, il est différent, il est le même, ou presque. C'est quoi ta vision ? Ouais, c'est le même ou presque. Le squelette du club reste quand même quasiment le même, avec presque les mêmes étrangers, le même noyau, des joueurs comme Tanner Richard, Noah Rod, des Vincent Praplan, Arnaud Jacquemet, ils sont tous là. Ils ont tous pris une année de plus, ça c'est la question. Et autrement, les petits changements, c'est typiquement la retraite de Benjamin Antognetti. C'est un joueur qu'il faudra remplacer, un joueur de rôle, comme on dit, qui apporte un peu de profondeur de banc. Et le départ d'Henrik Temernes aussi. Est-ce qu'il sera remplacé ? Est-ce que ce seront des joueurs qui feront différemment ? Ça, c'est aussi un peu la grande question à l'aube de cette nouvelle saison. Et justement, je suis venu quelques fois aux interviews aussi à Genève, toi j'imagine, et je t'ai même croisé, donc j'imagine plus que ça, je le sais, toi aussi. Tu sens comment ce Genève Servette ? Parce que moi, des discussions que j'ai à gauche et à droite, j'ai pas l'impression qu'il y a un aspect de soulagement, on a gagné, maintenant on repart un peu plus tranquille. Tu me diras, j'ai jamais entendu un seul sportif me le dire, donc ça n'allait pas commencer forcément cette année. Mais toi, les discussions que tu as à gauche et à droite, c'est quoi ton sentiment sur l'état d'esprit de l'équipe ? Mais je suis un peu surpris parce que c'est la première fois forcément que je couvre une équipe qui a été championne en titre, vu que c'est la première fois que Genève l'est devenue, et je m'attendais à peut-être pas de l'euphorie, mais à avoir vraiment un peu plus cette notion de, comme tu le dis, de soulagement, de c'est bon, on a fait quelque chose, maintenant on peut continuer à travailler plus fort. Non, maintenant on a gagné une fois, on sait ce que ça fait, et tout ce qu'on veut c'est de gagner une deuxième, et quand on vient au Vernet, on a l'impression que le titre il est presque déjà vieux de 2 ans. Alors on sait qu'évidemment c'est en mai, que les sportifs passent vite à autre chose, mais ouais, j'ai été surpris justement par la vitesse à laquelle ils sont passés à autre chose. Finalement tant mieux, ça peut éviter aussi un mauvais début de saison un peu piège comme on avait eu notamment après la finale en 2021. Ouais, mais moi ça me fait penser à Noah Rod là, quand je l'ai interviewé au Hockey Yad, puis que premier truc qu'il me dit c'est regarde Phil Poula.
Et c'est vrai que l'exemple est criant, te dire ce gars qui a 39 ans, qui a tout gagné, on rappelle, Triple Gold Club, on peut rajouter le quadruple avec le titre de champion de Suisse. Il a encore faim, parce que sinon il pourrait totalement s'arrêter. Il a gagné assez d'argent dans sa vie, il a gagné assez de choses pour pouvoir dire stop maintenant, c'est bon. Faut croire que c'est contagieux cette envie. Ouais, on va mettre un peu de contexte sur la chasse au doublé de Genève Servette. Très longtemps, on disait un peu c'était pas impossible de faire le doublé, mais terriblement difficile. Dans un passé assez récent, il y a eu Zug, on s'en souvient, et 21-22. Il y a eu Berne, 16-17. Et avant, il fallait remonter à 2000-2001 pour voir Zurich faire un doublé. Donc entre 2001 et 2016, il y a eu à chaque fois un nouveau champion de Suisse. Et entre-temps, après, il y a eu deux doublés. Ça prouve quand même la difficulté de réaliser, de gagner 2 titres consécutifs. J'ai envie de dire, c'est presque d'autant plus compliqué quand t'es roman puis que t'as tous les Suisses allemands qui reviennent en disant non, c'est fini de rigoler, on revient aux choses sérieuses, non ? Ouais, et puis d'ailleurs, à noter que les deux, doublés, est-ce que c'est les deux avec Giannoni ou pas ? Peut-être que je me trompe. En tout cas, celui de Zug, c'est clair. Oui. Celui de Berne, maintenant j'hésite, il me semble que... Je pense que oui. Est-ce que... Il y a Stepanek qui vient jouer des playoffs et c'est là où il est vraiment très très fort. Et c'est après, l'année d'après, il y a Giannoni qui débarque. Mais la première saison, c'est Stepanek qui gagne les playoffs. Voilà. Je vais juste aller contrôler sur Non, mais tu as absolument raison. C'est celui de 2016, je dirais qu'effectivement. Et en 16, c'est Stepanek qui va gagner les playoffs. Ouais. Un gardien étranger, Genève l'a fait avec des gardiens suisses. Moi, pour parler de Genève Servette, parce que je sais pas, je nous voyais dire que Tom Ernest, ceci, que voilà. J'ai préparé un petit jeu. Ça vous dit ? Ouais, vas-y. Ah ouais. C'est un podcast que j'écoute qui le fait souvent et c'est qu'est-ce qui est le plus probable entre A et B. Et on pourra en discuter si ça vous va. C'est parti. On commence tout simplement. Qu'est-ce qui est le plus probable, Genève champion ou Genève hors du top 3 à la fin de la saison régulière cette saison ? Genève champion. C'est plus probable que Genève hors du top 3. Ouais, je vois pas Genève Servette. Je veux pas dire qu'ils vont survoler la saison régulière, mais je vois mal Genève Servette finir hors du top 3, oui, l'effectif a un peu évolué, mais ça reste quand même le club qui a quasiment été premier tout le championnat dernier. Ça reste le même coaching staff, il y a des petits changements au niveau du skill coach, etc. Mais tout ce qui a été construit l'année dernière va rester. Et je vois mal Genève Servette. Ou alors, c'est un championnat extrêmement serré. Ça, c'est aussi possible. Mais plus probable de voir Genève Servette champion, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Elle est terrible cette question parce que... c'est que la première. Ouais, non, mais parce qu'on sait très bien que la difficulté, et je me dis 4e, ce serait clairement pas un championnat, une saison régulière ratée, hein, de nouveau avec les autres équipes qui ont envie, mais Seb l'a bien dit. Le noyau est tel et les petits changements qui ont été faits, Lenström et Manninon évidemment à la place de Marc et Tom Ernest, c'est quand même... Objectivement, si on prend bêtement le contingent sur le papier, il n'y a pas tellement de raison de dire différemment que hors du top 3, c'est assez juste. Et toi, Greg ? Je voulais mettre hors du top 2 à la base pour rendre la discussion encore plus compliquée. Avec top 3, je suis d'accord avec vous. Top 2, j'aurais peut-être été de l'autre côté, je sais pas. On va avoir des bobets au mois de mars. Mais... Attends, ça fait commencer les questions 2. Jean-Fred, tu commences. Qu'est-ce qui est le plus probable ? Genève marque plus de 185 buts cette saison. Je mettrai du contexte après. Ou un power play au-delà de 28%. 185 buts, c'est le total de Genève Servette la saison dernière en saison régulière. C'était la meilleure équipe devant Rapperswil avec 183. Et Genève Servette avait le meilleur power play avec 28,14%. En 2, il y a Fribourg avec 26,84, puis Zug 26,23. Qu'est-ce qui est le plus probable ? Genève qui marque plus de buts ou qui a encore un meilleur power play ? Genève qui... J'aurais presque envie de dire aucun des deux, mais dans l'absolu, qui marquerait plus de buts. L'absence de Tom Ernest sur un des powerplays, malgré la présence d'un Vatanen qui est monumental, je me dis quand même que enlever Marc Tom Ernest pour la créativité... Mais là, on parle de plus de 28%. Donc, même s'il fait 27%, c'est un powerplay excellent. Mais ça ne répond pas à ta question. Donc, je dirais peut-être marquer... c'est plus probable qu'il marque plus de 185 buts. Ouais, moi, je suis ce que dit Jean-Fred. Alors, je suis d'accord pour la réponse. Qui marque plus de buts. Le powerplay, je ne vais pas dire que j'ai mis un doute, mais il a super bien tourné l'année dernière avec l'association Omark Artikainen, qui étaient 2 potes en dehors de la glace, qui ont joué longtemps ensemble et qui se connaissaient à la perfection. On l'a vu. Là, je ne dis pas que le powerplay sera moins bon,
mais je me demande qui va servir Artikainen sur un plateau comme Marc le faisait. Mais en revanche, Vatanen, s'il ne se blesse pas, on rappelle qu'il a manqué de octobre à février la saison dernière et il a un rythme de goal qui est assez impressionnant. Donc je vois bien Genève Servette marquer plus de buts cette saison avec un Vatanen qui est là tout le long et un Manninen qui a l'air aussi en forme et qui a l'air de vouloir marquer des buts. On se rappelle que Marc parfois avait tendance à vouloir faire un peu le spectacle et à servir un caviar à son coéquipier. Je vois Genève plus efficace encore offensivement cette année. Ouais, moi je suis d'accord avec toi sur cet aspect-là. Le powerplay, ça m'a l'air difficilement tenable, d'être pas loin des 30% sur une saison complète, c'est vraiment énorme. Pour le remplacement de Marc, justement, je vais en parler juste après, mais Manninen, c'est intéressant parce que c'est quand même un joueur qui a beaucoup joué avec Teemu Artikainen, notamment en Russie, en équipe de Finlande également. Donc l'aspect, la connexion qu'avaient Omar et Artikainen peut tout à fait exister avec Manninen également. Donc là, je peux voir ce duo. Et là, on parle hockey manager 2 secondes, mais on fera peut-être nous un petit segment hockey manager en fin d'émission. Mais là, ça peut tout à fait être intéressant de se dire Manninen, Artikainen. Bon, Artikainen, on le laisse revenir de son voyage parce que c'est pas une blague. Il est parti pêcher pendant la préparation. Hein. Donc on fait des blagues toute la saison là-dessus, mais en fait, il nous nourrit en blagues. Artikainen, il est parti pêcher il est parti au Groenland. Ouais. Extraordinaire. Ça doit être un moment extraordinaire d'être avec Artikainen en train de pêcher. Il a mis une photo avec une sorte de poiscaille, c'est pas la petite friture, c'était vraiment un gros truc. Bref, parlons de Manninen. Qu'est-ce qui est le plus probable? Filppula marque plus que 50 points ou Manninen marque plus que 50 points? Filppula, quand il est arrivé à Genève la première saison, il met 47 points. La deuxième, il en met 51. Qu'est-ce qui est le plus probable, Sébastien? Je vois Filppula. Filppula connaît bien le championnat suisse. Il va en plus rester a priori dans les plans avec Winnick et Miranda, donc une ligne qui se connaît. Je vois Filppula marquer plus que 50 points et je mettrai un petit astérisque en disant que Manninen ne sera pas très loin, mais je vois s'arrêter à 45-47. Je vais essayer quand même Manninen, même si j'ai un petit warning qui me dit attention avec les gars qui arrivent en championnat de Suisse. On a toujours tendance, c'est aussi un petit conseil hockey manager, on a toujours tendance à dire waouh, il arrive, il est super, il a marqué plein de points. Et puis il y a quand même ce temps d'adaptation pour que. Et on voit que les joueurs qui sont là depuis un petit moment, qui ont l'habitude du championnat, peu importe leur âge, peu importe leur pédigré, ils ont un petit peu cet avantage par rapport à ça. Mais j'ai quand même envie de me dire que Manninen. Pourrait être un peu une exception et que l'âge de Filppula va peut-être quand même une fois finir par le rattraper. Ouais, je suis assez de cet avis. Moi, je pars aussi sur Manninen dans cette question. Les étrangers, enfin non, les joueurs débarquant de l'étranger et arrivant en Suisse et marquant plus de 50 points, si on regarde la saison dernière, il y a Mikael Spacek à Ambry qui arrive à pile 50 points. Tous les joueurs qui ont plus que 50 points, c'est Kovar, Filppula, Moy, Di Domenico, Omark et Chervenka. Tous des gars qui ont l'habitude du championnat de Suisse. Derrière, après, tu as Jonathan Eng qui, oui, débarque à la National League, mais pas tout à fait, mais il arrive à 49 points. On a oublié ça quand même. Hein. Ouais. Altonen, 49 aussi, il arrive. Donc, la cinquantaine de points, j'ai pas mis 50 points par hasard. C'est clairement possible. Granlund, il est à 45, mais en 47 matchs. Donc, il est aussi sur un rythme plus ou moins des 50 points. Drôle d'ailleurs, excuse-moi, de voir que c'est Cloton et Ambry, deux clubs plutôt de bas qui donnent un peu plus de responsabilité à leurs étrangers. Peut-être que c'est aussi ça. Manninen, il est dans un super club. Donc, est-ce qu'il aura autant de possibilités? On continue sur Filppula. Qu'est-ce qui est le plus probable? Que Filppula ait plus que 20% au shoot? C'est presque un lancer franc au basket pour lui, non, j'exagère, mais. Ou Artikainen, qui est plus que 20% de réussite au shoot. Contexte, saison dernière, Filppula 21,79% au shoot, Artikainen 19,31%. La réponse, aucun des deux est tout à fait acceptable. Jean-Fred, vas-y. Ouais, je pense. J'ai envie de faire confiance aux pêcheurs de saumon parce que. C'est quand même. J'ai 19 et quelques là, c'est quasiment ça, hein, mais non, l'autre 21, c'est de la folie furieuse. Mais Artikainen, il est tellement efficace devant ce goal, il a tellement pas besoin de beaucoup que j'ai envie de me laisser tenter en fait par Artikainen quand même. Ouais, moi je sais, j'ai vraiment de la peine à répondre là, mais je vais aussi dire Filppula parce que j'ai l'impression qu'en tout cas c'est l'impression qu'il donnait la saison dernière, c'est que quand il shoot, c'est qu'il sait qu'il peut marquer. Artikainen aussi, mais voilà, Filppula va plus peut-être faire la passe, tenter de trouver quelque chose qu'Artikainen, et je vais mettre là-dessus parce que Filppula, mon argument ce sera quand Filppula shoot, il sait qu'il peut marquer. Artikainen va tenter de marquer, mais des fois il est peut-être un peu moins sûr, mais ça rentre quand même, mais il est un peu moins sûr.
Pour moi, c'est aucun des deux. C'est intenable d'être à plus de 20% sur la saison. C'est de la folie, à part ça. C'est aussi, je trouve intéressant d'avoir ce contexte-là, de voir ce qu'a réalisé Genève Servette l'année passée. Après, c'est aussi... je pense que j'ai pas comparé avec les expected goals, c'est le nombre de goals marqués, mais il y a aussi des expected goals quand c'est bien préparé, quand tu as des créateurs de jeu comme un Linus Omark qui a quand même 40 passes décisives sur la saison dernière. C'est un peu plus facile d'avoir un taux de réussite au shoot élevé, ce qui a été le cas de Genève Servette l'année passée. C'est pas une question supplémentaire, on continue sur Linus Omark, ça n'a rien à voir avec le qu'est-ce qui est plus probable. Ce qui est plus probable, c'est que Omark soit pas à Genève la saison prochaine. Le départ de Marc, toi tu le vois comment, Sébastien? Parce qu'on connaît maintenant à force le joueur, on connaît tout ce qu'il apporte, on sait ce qu'il apporte pas, on comprend l'équilibre que tant qu'il apporte plus qu'il te coûte, ça marche. Je pense qu'à Dynamico ça marche aussi, mais c'est le même genre de joueur, mais pas pour les mêmes raisons. Mais s'il te fait gagner 10 matchs, il t'en fait perdre 6, tu te dis ça fait plus 4 quand même, faut juste pas qu'il te fasse perdre les 4 matchs au mauvais moment. Omark, ce départ, c'est remplaçable, c'est à quel point c'est dommageable? C'est dommageable pour le spectacle. Omark, il était toujours spectaculaire à avoir joué. Et comme tu l'as dit, des fois c'était dans le bon sens, des fois dans le mauvais. Je pense qu'il faut, mais c'est la même chose pour Tom Ernest. Il faut juste pas essayer de se dire, Lennström joue un peu comme Tom Ernest, on voit qu'il essaie de le remplacer, ou alors Maninen joue comme Omark et essaie de le remplacer. Il faut vraiment tourner la page. Je pense que c'est plus facile en se disant que Genève Servette a gagné les playoffs l'année dernière et de se dire que Linus Omark, on en a profité 2 saisons à Genève, mine de rien 2 finales quand même, dont une gagnée. Et maintenant, ce style de jeu un peu spectaculaire va peut-être disparaître, on ne sait pas, peut-être que finalement Maninen ou Lennström ou Guillaume Maillard, dont on n'a pas parlé, qui est aussi une des arrivées, va nous proposer du jeu spectacle. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire que Sakari Maninen arrive, il est efficace, on l'a vu à de multiples reprises, mais il sera peut-être un peu moins spectaculaire, mais peut-être tout autant efficace. Je pense que l'aspect spectacle, on le met de côté, mais au niveau apport dans le jeu, on n'a rien à envier si on regarde les nouvelles arrivées au Genève Servette. J'espère que les spectateurs des Vernets seront pas trop à râler en disant il est bien gentil Maninen, ok, il marque 2 buts, mais c'est pas comme Linus Omark qui mettait son patin sur le puck. Non mais tu l'as dit, ce côté c'est Artikainen qu'il a fait aussi, c'est la passe du patin, donc on peut la voir. Oui, non mais des fois c'est qu'il mettait, il avait mis le patin sur le puck, il faisait de ces trucs incroyables. Artikainen, lui, par ça il me semble qu'on n'a pas assez parlé avec lui, ou je me souviens pas, mais j'ai revu passer là récemment son penalty au tournoi à Fribourg, là. Ce truc, mais c'est complètement fou. Je me disais, j'imaginais le mec qui marque un penalty décisif de cette manière-là. La patinoire elle explose, mais justement, je me disais à Genève aussi, t'as besoin un peu d'un truc. C'est pas que c'est clinquant parce que le club est champion, mais d'avoir ce spectacle. Apparemment, tu payes ton ticket. Pourquoi ? Tu peux plus facilement payer ton ticket en disant ce soir je vais voir Linus, plutôt que de te dire aujourd'hui je vais voir, bien sûr je vais voir Genève, mais je me réjouis de voir qu'est-ce qu'il va nous inventer celui-ci. Et c'est irremplaçable finalement, ma foi, voilà. Mais je peux aussi imaginer que certaines personnes étaient un peu agacées du Linus chaud de temps en temps. Mais, tout à fait. Un Maninen sera peut-être un petit peu moins flashy, mais il va pas être beaucoup moins efficace, j'ai l'impression. Je suis tout autant impatient de voir Maninen que j'aurais pu l'être de voir Omark la première année où il est arrivé à Genève, pour d'autres raisons justement, mais je pense que les fans ne devraient pas se dire mon Dieu, ça va être moins spectaculaire avec Maninen, ça va être chouette à suivre aussi. Tant que tu gagnes des matchs. On descend d'une ligne, j'en ai encore 2 à vous proposer, après on te laissera Sébastien à mon côté des choses à rajouter, mais j'ai encore 2 choses à te proposer. Qu'est-ce qui est le plus probable ? Vatanen ou Lennström qui joue plus de 23 minutes par match, en contexte toujours, hormis Tom Ernest qui jouait 73 minutes par match en moyenne. Vatanen avait 21 minutes 53. Qui a le plus de chances d'être au-delà des 23 entre les deux ? Moi je peux dire aucun des deux cette fois. Tu peux dire aucun des deux cette fois. Parce que je pense que Theodor Lennström, de ce que j'en ai compris, de ce que j'ai discuté aussi avec le coaching staff du Genève Servette, il va pas remplacer Tom Ernest au niveau du temps de jeu, ce sera plutôt partagé. Et il y a encore des Carrère derrière, des gens qui peuvent avoir du temps de jeu. Donc je pense qu'ils vont arriver les deux à 22 minutes 59, mais qu'il n'y en a pas un qui va exploser les compteurs comme Tom Ernest l'année passée. Et donc on restera sur du correct, on verra. Ça c'est vraiment une supposition de ma part, mais je pense qu'on va rester sur une répartition assez équilibrée. Yeah, je suis assez d'accord avec Seb sur le aucun des deux, dans la mesure où Lennström, Tom Ernest avait vraiment un côté, y a que lui quoi. C'est qu'au bout d'un moment, en termes de
possession de puck, en termes de métriques, de stats avancées, c'est difficile de vouloir faire du 1-1 avec un nouveau joueur. Et puis Vatanen, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus utile quand il est un poil moins utilisé. Après, tu me diras, 21 minutes 50, on pinaille. Hein, mais les arguments de Seb sur la répartition, en plus, les noms avancés comme Carrère, Lecoultre, sont tout à fait capables de passer, admettons, de 17 à 18 ou de 16 à 18 minutes sans aucun souci, quoi. J'ai pas les temps de jeu à peu près, mais même un Maurer, Jacques May, il n'y a aucun souci. Donc, une petite répartition, une petite dilution du temps de jeu de Tom Ernest, par-ci par-là, ça me semble assez logique. J'ajouterais un nom, Chanton. Oui. Dont on me dit le plus grand bien, et je pense qu'à toi on t'a chanté ses louanges durant cet été, grande forme ce matin. Lui aussi pourrait prendre quelques minutes et prendre un petit peu d'importance dans cette équipe. Par contre, là j'ai pas la moyenne, je suis sur Elite Prospect et j'ai les temps de jeu de Theodor Lennström l'année dernière en championnat de Suède avec Färjestad. Il est quand même beaucoup au-delà des 23. Hein. Il a une petite série là où il fait 27-13, 27-39, 27-27. Ça vous rappelle quelqu'un? Ouais, il faudra voir. C'est vraiment. Alors ça, la réponse, on l'aura que dès le 15 septembre, ou même peut-être en CHL déjà. Mais ouais, ça, c'est vraiment. C'est difficile à dire finalement, parce qu'on est habitué depuis 6 ans à Tom Ernest, qui bouffait du temps de jeu tout le temps. Difficile de dire ce qu'il y avait avant lui. Tu l'as vu jouer quelques fois déjà on s'est croisé à la Vallée, n'est-ce pas? Ou c'était plus... Ouais, exact. Alors Lennström, moi je l'ai vu jouer qu'à la Vallée de jouer une fois. J'avoue que j'ai pas eu le temps de me. Enfin, j'ai vu qu'il était impressionnant à l'entraînement aussi. Il est capable de belles choses, mais j'ai pas encore une idée clairement définie que j'attends un peu plus de match que juste un match contre Vitkovic à la Vallée pour me faire une idée précise. Oui, je suis un peu du même avis que toi, mais effectivement, tu vois que ça va. Faut pas s'attendre de lui, justement, comme tu disais, le remplaçant 1-1 d'Henrik Tom Ernest. Moi, je suis toujours parti du principe que c'était Vatanen le remplaçant de Tom Ernest, puis qu'il fallait remplacer Sami Vatanen dans le contingent, et puis que je crois que je l'ai dit la semaine passée, je le dirai sûrement encore une fois ou deux, désolé. Il y a des gens qui écoutent pas. Petite dernière, qu'est-ce qui est le plus probable? Mayer joue plus de 26 matchs cette saison en saison régulière, donc starter 26 matchs ou Desclous plus que 26 matchs. Saison dernière, c'était Desclous 29 et Mayer 23. Après, on le sait, ça s'est un petit peu inversé durant les playoffs. Qu'est-ce qui est le plus probable? Sachant que Mayer a fini blessé en fin de saison. Oui. Ouais, moi je vais dire Mayer. Je pense qu'il y aura de nouveau une répartition qui sera assez équilibrée entre les deux. Peut-être un 28-24 ou même encore un peu plus serré que ça. Mais je pense que Mayer va. Enfin, c'est difficile de dire à Robert Mayer, qui a quand même été élu MVP des playoffs et MVP, meilleur gardien de la dernière saison, de lui dire bah voilà, maintenant on va recommencer directement avec Gauthier Desclous. Mais je pense qu'il y aura l'alternance sera de nouveau de mise au Genève Servette et Gauthier Desclous a des qualités à faire valoir. Il l'avait aussi montré dans les playoffs contre Lugano. Donc je pense que Robert Mayer jouera peut-être un petit peu plus. Et encore, ça dépend. Je sais que des fois, on faisait jouer Desclous contre Ajoie parce que c'est des matchs mentalement un peu pièges. Mais Robert Mayer est rentré dans une telle dimension l'année dernière que je le vois mal jouer moins de matchs que Gauthier Desclous si les deux sont en santé tout le long. Mais je garde quelque chose d'assez équilibré. Je suis assez d'accord avec Seb sur l'argumentaire me plaît. J'aurais eu effectivement le même. Difficile de... Même si on a déjà vu, je me souviens quand NHL, par exemple, une fois, on a eu un Jim Carrey, rien à voir avec l'acteur, qui avait été MVP, et puis derrière, ça a complètement foiré. Enfin, il a eu une carrière difficile. Mais là, quand même, Mayer a présenté quelque chose. Mentalement, il a sans doute franchi le petit step supplémentaire. Et puis... Au pire, c'est de toute façon une super chose d'avoir deux gardiens qui sont capables d'absorber à peu près la moitié des matchs sans aucun souci. On peut se dire que c'est même plutôt d'ailleurs une des tendances. Il y a certains clubs, je pense notamment à Fribourg, où ça sera sans doute pas comme ça, parce que Brian Rueger ou bien même Gallet, mais ce sera plutôt Brian Rueger. Difficile d'aller commencer à bouffer une vingtaine de matchs à Reto Berra. Je pense que là, c'est en tout cas le bon truc à faire. Et puis, un petit avantage à Mayer, mais de toute façon, c'est très bien. Je rajouterais aussi que la saison dernière, Desclous a joué un tout petit peu plus que Mayer, mais Mayer a été plus régulier sur toute la saison que Gauthier Desclous. Et il finit avec 91,3% d'arrêt, ce qui est très bien. C'est au même niveau que Berra, Weber, Eschliman, Niffler. Ils sont tous entre 91,3, 91,5, Juvonen 91,7. Et Desclous était à 90,3%. Si je me rappelle bien, voilà, je me rappelle pas du tout, si je lis bien. Donc aussi
à mettre à l'avantage de Robert Mayer, c'est qu'il a peut-être connu une meilleure saison régulière également, malgré les blessures, comme tu l'as dit, Sébastien. Et je suis de votre avis. Je vois aussi plutôt 30-22 ou 28-24, mais plutôt en faveur de Robert Mayer. Ce qui est par contre une certitude, c'est que Genève peut de nouveau compter sur 2 bons gardiens suisses, ce qui est un avantage parce qu'on l'a vu durant les playoffs. Si tu as un gardien suisse qui joue au niveau d'un étranger, c'est bête, mettre un étranger de plus dans ton alignement. Puis quand ton étranger de plus, ça peut être un Artikainen ou un Omark, ça peut vite faire la différence au moment de marquer le but décisif, là où Bien avait un Seteri devant le but et donc peut-être avait un peu moins de force de frappe offensive que pouvait l'avoir Genève Servette durant cette finale. J'ai fini mon petit jeu, j'espère que ça vous a un petit peu diverti. C'était super. À refaire, à part ça. J'aime beaucoup le concept. Je voulais juste qu'on parle peut-être un tout petit peu de la Champions League. Seb l'a évoqué. Est-ce que tu vas à Innsbruck demain jeudi ? Oui, je vais à Innsbruck, je ne serai pas à Košice, mais je serai à Roma en Finlande en octobre. Ok, et c'est... Comment tu vois ça ? Parce que c'est club autrichien, on a l'impression que ça intervient, on est encore au mois d'août, on sera juste limite encore, pas tout à fait au mois de septembre, mais c'est tôt dans la saison, cette Champions League. Je crois que, pour avoir discuté avec des membres de Genève Servette, on a très envie de bien réussir cette compétition, c'est juste ? Ouais, elle a été placée comme une des ambitions du club. C'est les deux, c'est fait le doublé, le championnat et la Ligue des Champions. C'est ce qui manque à Valtteri Filppula, d'un côté. Mais oui, le Genève Servette va prendre ça à fond. Ça fait maintenant 2 mois presque qu'ils ont pris la préparation, 1 mois qu'ils sont sur la glace. Ça permet, voilà, on sait que le niveau sera peut-être pas très élevé, ça va être des équipes très physiques, selon Yann Cadieux qui a préparé un peu les rencontres, mais au moins ça va permettre au Genève Servette de se situer. Et Genève Servette, par exemple, contrairement à Bienne, a la chance de jouer les 2 matchs de la semaine prochaine à domicile, donc va pouvoir jouer contre Rouen et Bolzano au Vernet et ensuite préparer la saison de 15, tandis que Bienne, par exemple, je crois, sera en Suède. Au moins, ils ont ce bon ordre-là et ça permettra de voir un peu ce que propose Genève Servette, d'affiner dernière chose et d'avoir du rythme dès le 15 septembre, parce qu'on sait aussi que des points peuvent être perdus dès le 15 septembre et manquer après, pourquoi pas, un top 3 ou un top 6. Moi, j'ai peur que... Est-ce qu'on a le contingent suffisant pour faire les 2 tableaux, même si au début, là, c'est avant que le championnat commence pour 4 matchs, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y a encore un match en octobre, là, comme disait Seb avec Rauma. Mais est-ce qu'on arrive à être sur les 2 fronts ? Je pense que ça doit pas trop être un problème. Surtout ces matchs actuels, les autres équipes font des matchs de préparation. C'est juste des matchs de préparation, on va dire, plus. Et ça me fait pas vraiment peur. On a vu l'année passée que Genève Servette était une équipe qui avait une vraie profondeur aussi, qui lui a permis justement d'être très solide longtemps durant la saison et de pouvoir avoir des éléments frais durant les playoffs. Donc je pense que la profondeur, c'est pas forcément un souci. Puis au bout d'un moment, il va falloir peut-être faire des choix et puis laisser certains joueurs au repos, puis peut-être dire à Daniel Winnick, écoute, ce soir tu vas pas sur la glace en Finlande parce qu'on a besoin de toi vendredi, parce qu'on joue un derby contre je sais pas qui, et puis voilà. Ça aussi, on peut faire confiance au staff genevois pour savoir gérer ça. Du côté d'Innsbruck, pour les gens... il y aura un Martin Ulmer, on pourrait lui serrer la main si tu sais pas quoi faire, Sébastien, qui est une vieille connaissance du hockey roman un petit peu, et hockey suisse surtout. Il a joué à Lausanne, il a joué à Bienne, il a joué à Olten, après être parti en Ligue autrichienne, où il fait encore des belles saisons. Et voilà, certains joueurs de hockey majeur se rappellent de lui pour l'avoir pris de temps en temps. Sinon, non, c'est pas une équipe qui a plein de noms clinquants, je dois bien t'avouer. J'ai regardé le contingent. Je pense effectivement que c'est un adversaire que Genève devrait pas avoir trop de peine à battre, non ? Non, par contre, je découvre le championnat autrichien, qui est le championnat des sponsors. Si on regarde toutes les équipes, elles ont toutes des noms. Je sais qu'il y a Moser Medical, là c'est même T-Wag, Innsbruck. Enfin, c'est vraiment un panel publicitaire presque, le classement de la Ligue autrichienne. Mais ouais, moi je me réjouis de découvrir des patinoires qu'on connaît pas, des adversaires qu'on connaît pas. Ça change aussi un peu du championnat suisse, et il y a l'aspect aussi un peu exotique, en tout cas je sais pour les fans. Je sais aussi pour les joueurs, notamment Guillaume Maillard, qui était tout content de partir, visiter aussi des glaces qu'il connaît pas et de voyager en équipe. Ça forge aussi un groupe. Ces voyages, de passer 2-3 jours ensemble, même un peu plus. Là, ils partent jeudi matin et ils rentrent dimanche, donc ils vont passer tous ces moments-là ensemble. Ça forge une communion d'équipe qui peut aussi être décisive quand il y a un acte 7 à jouer en finale, par exemple. Et Moser Medical, c'était un pari que tu t'étais passé de citer un nom d'un célèbre co-commentateur ou bien ?
Mais non, même pas, mais c'est forcément un des noms qui m'a retenu, mais c'est vraiment, voilà, il y a ce Moser médical, je sais plus quelle équipe après, je crois que c'est Grasse, donc voilà, c'est assez frappant quand on regarde le classement, il y a ces noms qui apparaissent, et voilà, forcément, Moser m'a un peu attiré l'œil. Et effectivement, le nom complet du HC Innsbruck, c'est le HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck. Et Voilà. quand tu dois écrire des petits textes sur ce championnat, je pense que tu dois vite un peu laisser tomber le Tiroler Wasserkraft, parce que sinon ça te prend un petit peu de place, quoi. Bah voilà, Ouais. on est arrivé, on voulait faire une petite demi-heure, on est en plein dans les clous. On n'a pas laissé sur le bord de la route des sujets que tu estimes être très importants, Sébastien. Non, on a mentionné Giancarlo Chanton, qui pour moi sera un peu un des joueurs à suivre cette saison, et je pense que le reste c'est tout bon, ouais. Eh ben c'est Super. parfait, on refera appel à toi une fois ou l'autre si tu veux bien venir à notre micro durant la saison pour faire des petits pointages. Avec plaisir. Parfait, merci d'être venu avec nous cette demi-heure et puis on te souhaite un bon voyage en Autriche et un bon début de merci saison. Seb. Ouais, merci de l'invitation, ciao. À bientôt. On vient au milieu du Léman pour parler du Lausanne Hockey Club. Après avoir discuté de Genève, un Lausanne Hockey Club qui est en pleine coupe des bains à Yverdon. Un Lausanne Hockey Club aussi qui a tenu sa conférence de presse relativement tôt, c'était ce lundi. Ils ont déjà eu le bon goût de ne pas la faire en même temps qu'un autre club roman, ce qui est déjà toujours agréable en tant que journaliste. Absolument, ce qui permet quand même de... Ce qui évite d'avoir Tout en même temps celle de Genève et celle de Fribourg. On se croirait en NHL ou NBA quand tu as le Media Day dans toutes les équipes en même temps, puis que le fil Twitter il part en vrille. Donc ouais, Lausanne était seul au crachoir lundi. Exactement. Et il y avait une conférence de presse, on était présents les deux notamment, il y avait d'autres journalistes, il y avait aussi des sponsors, il y avait des gens qui avaient été invités, des abonnés. Et, ça a applaudi à la fin de la conférence de presse. Ouais. Moi, je croyais que c'était qu'en Corée du Nord qu'on pouvait applaudir les fins des conférences de presse, mais visiblement là aussi. Mais blague à part, c'était un moment très sympa, j'ai trouvé. Ça permet d'échanger avec aussi certains supporters qui sont triés sur le volet, donc c'est pas non plus. Enfin, tu sais pourquoi ces gens sont là. Ils ont une vraie idée de ce qui se passe. Ils sont intéressants. Et moi, j'ai vraiment toujours du plaisir. Ils le font depuis. C'est déjà pas, en tout cas, c'est pas la première année, ça, je suis sûr. Et moi, je trouve ça chouette. Oui. Je dis pas que c'est un exemple. Je dis juste. J'ai trouvé ce moment intéressant, c'est un moment de partage avec certaines personnes qu'on croise toute l'année, qui viennent nous dire bonjour parce qu'ils sont pas loin de nous certains, et c'est chouette d'avoir un peu plus de temps pour discuter. C'était assez informel après, justement. La conférence de presse en elle-même était assez rigolote. J'ai aucune idée de quels étaient les plans du service de communication du Lausanne HC, mais j'ai beaucoup rigolé que à un moment Patrick Depreux reprend la parole pour ajouter des trucs, et il a commencé à parler de dette abyssale, et ça je suis sûr que c'était pas dans le script. J'en sais rien, mais à mon avis le terme dette abyssale n'était pas dans le script. Notre confrère et ami Roland a sauté sur ce terme pour dire mais ça veut dire quoi? On peut avoir une idée du chiffre, et puis d'ailleurs Roland m'a dit après en aparté, je pensais pas que j'aurais une réponse du style écoutez, vous pensez bien qu'on ne va pas vous donner un chiffre précis. On a eu un chiffre précis qui a été un peu moins de 50. Une des deux personnes au micro ici présentes a dit... C'est pas toi ? C'est pas moi, a dit francs. Juste pour faire une petite blague, on avait tous compris on s'exprimait en millions sur le coup. Ça, je sais pas si ça a acheté un froid, mais ça a fait un peu là. Ah ouais, quand même. C'était... ça valide un peu aussi ce qu'on dit depuis un certain temps, qu'il y a eu des décisions qui ont été prises. Alors, 50 millions, c'est pas non plus une dette. Ils doivent pas 50 millions à un peu tout le canton de Vaud et d'autres, etc. Et le club au bord de la faillite, il y a un propriétaire qui a investi, qui est propriétaire. Dans d'autres clubs, on parle de mécène. Pas loin du mécénat aussi à un certain moment, mais tant que cette personne est là, je vois pas le problème. C'est pas mon argent, donc je vois pas le problème. Et rappelons quand même que la première partie de cette dette est liée aux loges qui demandaient des aménagements, ou je sais plus exactement quelle était la raison mais c'était 14 millions. Et ça, c'est la première partie de cette dette-là. Ensuite, il y a eu le reste, à savoir des décisions. Enfin, il y a eu le Covid déjà. Oui. Je pense que tout le monde n'en est pas sorti indemne. Lausanne non plus, mais peut-être un peu moins que d'autres encore. Et il y a aussi eu tout le passage Peters-Vobela. J'ai bien aimé comme c'était un peu l'ombre de la conférence de presse, où chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était aujourd'hui, maintenant on fait comme ça, il n'y a plus
plus d'ingérence, il n'y a plus ceci. Il n'a jamais été nommé, mais il était en filigrane de toute la conférence de presse. Et en même temps, je le comprends parce que il a marqué. Je pense qu'il voulait marquer l'histoire du LHC de son empreinte. Il l'a clairement fait. Ouais. L'empreinte de ses fesses, hein, Je suis pas sûr qu'il pensait la marquer à ce point négativement, mais quand tu parles avec les gens, Peter Svoboda a quand même laissé justement une marque indélébile, en tout cas pour un moment. Et je parle pas que de certains contrats où, voilà, ça finalement c'est presque pas grand chose entre plein de guillemets. Après il faut les payer ces contrats et Lausanne les paye, mais au-delà il a fait beaucoup de mal, je pense, humainement à pas mal de personnes, et ça reste finalement absolument plus que le contrat qui au bout d'un moment va tomber. Certains ils vont encore être là quelques temps, mais les traces humaines elles ont fait pas mal de dégâts. Tu te rappelles en 100 ans, j'aimerais que le LHC soit 25 fois champion. Exactement, ouais. On rigolait de ces trucs-là à l'époque, et puis certaines personnes qui remarquent pas ça, puis disent oui mais c'est ambitieux ou n'importe quoi, puis nous on était un peu à se dire ouais non mais il y a des choses qu'on dit pas, ça nous faisait vraiment rire, pas sous cap, ouvertement. C'était ce genre de choses qui ça équivaut à des politiciens qui disent sur les 200 prochaines années on va aller sur la Lune 3 fois. Ouais, super. Quel intérêt dans une phrase pareille, ça sert à rien, ça. C'est pas concret de parler des 100 prochaines années. On est là pour les 100 prochaines années, on va gagner 25 titres. C'était la blague parce qu'au bout de 3 années, il y avait 0 titre, donc ça veut dire qu'il leur restait 97 ans pour faire 25 titres. Puis ça, la belle affaire. Mais bref. Il y avait aussi un truc au sujet, tu parlais de Patrick Depreux qui avait tout d'un coup ressorti quelque chose. Il a parlé aussi des litiges. Oui. C'était assez intéressant. Les litiges sont réglés. Selon ce qui a été dit en conférence de presse, et j'ai aucune raison de mettre en doute ce qui a été dit, c'est les litiges vont être réglés. Donc j'imagine, mais vu que les litiges ont été assez publiquement évoqués avec d'anciens entraîneurs, je pense que ça en fait partie. Ville Peltonen et Craig McTavish notamment. Hein. Voilà, il y avait Kevin Ryan aussi qui était là au milieu. Voilà, ils ont dit les litiges sont réglés. Voilà, il y a personne qui m'a appelé hier ou avant-hier pour me dire c'est pas vrai. Donc pour l'instant c'est bien, ils ont fait table rase du passé et ils ont envie de reconstruire quelque chose surtout. Et c'est le mot, il est venu plusieurs fois. Il y a eu transparence, il y a eu reconstruction, il y a eu reconnexion avec la base, il y a eu humilité. Très bien. En fait, là maintenant, les dirigeants de Lausanne sont à un moment où, ils ont que des paroles actuellement. Maintenant, il va falloir des actes, mais déjà, le plan qui a été mis sur pied avec le départ de Peter Svoboda et les premiers mois, je pense que c'est un petit peu damage control, on va dire, et on essaye de faire en sorte que le bateau est dans la bonne direction, surtout que sportivement, c'était quand même très très compliqué la saison dernière. Donc, c'est un peu le premier moment où ils peuvent se poser et puis dire, bon voilà, maintenant on a les idées un peu au clair, on a mis les gens en place à certains endroits, on a John Foust qui est là, on a un coach qui est encore signé, on a des contrats qui sont là, alors ça, il n'y a pas de problème, ils sont tous là jusqu'à la fin de la saison 24-25, à peu près, comme tu le disais toi à la conférence de presse, toute la défense est signée jusqu'en 24-25. Ce qui n'était pas une question, c'était vraiment pas, il n'y avait pas de but de polémiquer, c'était vraiment de dire 24-25 c'est dans 2 ans, donc à la fois c'est super parce que cette défense elle a l'air plutôt solide, il n'y a pas de problème, mais au niveau de la latitude de ce que tu peux faire si tout d'un coup il y a un gars qui performe pas, parce que ça peut se passer, t'as un peu pieds-poings liés, on a l'impression. Exactement, mais c'est plutôt un bon problème à avoir. Je pense que les 13 autres dirigeants de National League, si on leur propose d'échanger leur défense, tous ne diraient pas oui, clairement, mais il y a une majorité qui serait probablement à dire ça se discute. L'idée ne me déplairait pas forcément. Donc Lausanne maintenant a des bases solides, j'ai l'impression, financièrement. Ils ont mis une structure en place. J'ai envie de dire, ils ont tout pour bien faire, mais j'ai l'impression que c'est la saison 6 de Colfax. J'ai l'impression qu'on l'a déjà dit quelques fois, le LHC a tout pour bien faire, et si on avait commencé Colfax il y a 15 ans, on l'aurait dit quelques fois de plus également. Donc il y a forcément un optimisme qui est logique, parce que le LHC a une source d'argent qui est, j'allais dire intarissable, qui est fiable. Et Patrick Depreux a rappelé encore une fois que le propriétaire Gregory Finger était là, était impliqué. Petit truc drôle, Gregory Finger était présent au match à Yverdon, du match contre l'équipe allemande des Pingouins de Bremerhaven. Je me dis qu'un propriétaire à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est qu'il est quand même effectivement pas mal impliqué. Ou il est journaliste. Pour être là, je vois pas qui d'autre. Soit t'es un grand fan de l'équipe, soit t'es journaliste.
Et du coup, j'ai envie de croire que voilà. Donc j'avais posé une fois la question en rigolant, je crois, à Benjamin Antognetti en lui disant mais on est sûr, il existe. Hein, Grégory Finger m'avait dit oui, il existe, mais il est juste très discret. Alors c'est vrai, mais mais je le dis dans l'optique bon de dire, sens du terme aussi. Ah mais absolument, non mais je le dis, il était présent, c'est aussi un moyen de se rendre compte que son implication visiblement elle est au quotidien et c'est pas juste le 26 du mois quand il faut venir boucher un trou. Ben, visiblement non, il est présent au match, il aime cette équipe. Donc faut vraiment aimer une équipe pour aller le 26 août le 28 août bref aller à Yverton pour voir un match contre les Penguins de Bremerhaven. Effectivement peu d'enseignements de ce match pour ceux qui ont vu la feuille de match. Antti Suomela n'était pas présent, il était grippé. Donc, j'ai même pas pensé à le tweeter, c'est dire. Ouais. On rappelle que le Covid, il refait un peu surface aussi, hein, notamment. Ah, bon, on m'a dit flou. Donc, c'est Jeff Ward qui m'a dit il a flou. Après, voilà, j'en sais rien de plus et c'est pas important. Mais donc, c'est pas de blessure là derrière. Raffel ne s'est pas entraîné en début de semaine, n'était pas sur la glace mardi soir, mais devrait pouvoir jouer en fin de semaine, visiblement, de ce qu'on m'a dit. Oui, devrait jouer en fin de semaine. Sur les joueurs sortis sur blessure, il y en a eu quelques-uns. Ugly est sorti, mais est revenu, donc ça va. Boson a une coupure au visage mais ça va et Ria un peu le haut du corps, l'épaule touchée mais ça a l'air d'aller. Quand on l'a vu sortir, quand on l'a vu se ramasser un Allemand en pleine face, on avait de quoi s'inquiéter un peu. Visiblement ça a pas l'air si grave, c'est juste des nouvelles d'après-match donc on m'a dit non ça devrait aller donc là aussi j'aurais pu le tweeter, j'ai même pas pensé. C'est vraiment c'est la préparation pour tout le monde. En parlant de préparation, on a un petit jeu. Non, j'ai. Comme on l'a fait avec Genève. Mais je me le fais pour moi aussi. Oui, pour ceux qui n'ont pas écouté la partie genevoise, je peux tout à fait comprendre si on n'est pas fan de Genève, qu'on ne veut pas écouter du Genève. La saison, les premiers épisodes après le titre, je peux totalement l'entendre. Moi, si les Lakers gagnent le titre, je suis pas sûr que j'écoute tous les podcasts derrière où on parle des Lakers. Voilà, petit aparté basket. Par contre, si on parle Scoot Anderson, alors là, on écoute tout. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus probable entre A et B ? On va pouvoir en débattre, on va pouvoir en discuter. Et donc, qu'est-ce qui est le plus probable concernant le Lausanne HC la saison prochaine ? D'avoir un power play au-dessus de 20% ou d'avoir un penalty killing au-dessus de 80% pour du contexte. Le Lausanne HC avait le 12e power play la saison dernière avec 16,56% et avait le 9e box play avec 75,9%. Donc, les deux sont assez loin du 20 et du 80. J'ai envie de croire au powerplay. Peut-être les deux à part ça, parce que le 75 c'était vraiment pas très bon, mais on peut dire les deux, tu dis ? Si on commence là, non, on peut. Mais aussi, alors, tu me l'argumentes bien. Pas juste, le Pilute, alors, j'ai toujours un problème avec la prononciation de son nom. Je me fie à ce qu'a dit John Foust. Il avait dit Pilute, c'est un truc comme ça. Donc, est-ce que comme Artikainen, on dit au début de saison, on va tout le temps le dire comme ça, puis comme ça on a plein. Moi, j'en reste à Pilot. Voilà. Okay. Tu peux dire comme tu veux. Alors, mais il n'écoutera pas, donc il va pas nous en vouloir. Ouais. Lawrence, dont on ne prononcera pas le nom. Juice aussi. Et Suomela. En plus de Rochette, on a quand même, et j'en ai discuté avec John Foust après la conférence de presse, j'ai dit que les problèmes identifiés par Lausanne, l'analyse de fin de saison, comme il nous avait dit, alors on va mener une analyse, c'est un peu toujours le même truc avec les clubs quand ça performe pas très bien, et même quand ça performe bien, finalement, il faut quand même toujours analyser ce qui s'est passé. Que le powerplay était insuffisant finalement. J'ai l'impression que les joueurs amenés peuvent aussi redonner un tout petit peu quelque chose aux joueurs qui sont déjà en place, parce qu'il n'y a pas que les nouveaux, mais Robin Kovacs, normalement, ils font un peu leur lancer finalement d'une certaine manière. On sait qu'il était capable de marquer plus de 20 buts en championnat de Suède, donc on se dit qu'on peut s'attendre logiquement à quelque chose du même acabit avec lui. Ugly, t'en as parlé aussi juste comme ça. Ria, c'est des attaquants, des ailiers. Artung, il y en a quelques-uns qui vont venir après. Ok. On espère que ces joueurs-là peuvent être aussi relancés par des joueurs que tu amènes. Moi, j'ai envie de croire à plus de 20%. Et les deux Suédois, finalement, est-ce qu'ils peuvent aussi être utiles en box-play ? Très certainement. Je ne sais pas s'ils joueront en piqué, mais en tout cas, je pars sur le powerplay 20. Et toi ? Ce qui est plus probable selon moi aussi, c'est un powerplay beaucoup plus performant que celui de la saison passée. Déjà parce que celui de la saison passée était une purge innommable. C'était à chaque fois une catastrophe. Et
au bout d'un moment, je pense pas que c'est une question forcément de système, c'est aussi une question de qualité sur la glace, de joueurs qui doivent être capables de jouer le power play. C'est une partie, c'est quelque chose de spécifique. Et un Suomela va faire beaucoup de bien, je pense, dans ce compartiment du jeu. Et comme tu disais, à la ligne bleue, il y a 2 défenseurs étrangers, donc normalement, tu devrais avoir 2 unités de power play qui vont être un tout petit peu, avec un peu plus de profondeur. Donc moi, je vois aussi le power play beaucoup mieux performer la saison prochaine, et c'est pour moi une des clés de la saison de Lausanne HC. Si son powerplay va être meilleur, le LHC aura une bonne saison. Si ça continue de stagner, je vois pas comment c'est possible en fait qu'il puisse stagner. Bah là ça pourrait devenir plus tendu. Le box play, ils étaient dans la moyenne 75-9, c'est pas incroyable, ils étaient 9e, mais si tu as un powerplay qui monte à la 6-7e place de la ligue et un box play vers 9, Eldner, t'es pas mal. Eldner, Glauser, voilà. Powerplay, donc but. Qu'est-ce qui est le plus probable? Que Kovacs marque plus que 15 buts ou Sekac marque plus que 15 buts? Kovacs en avait 13 la saison dernière et Sekac 15, qui était le meilleur buteur de Lausanne HC. Sekac, il est en an 3, donc il est dans sa dernière année de contrat. Kovacs a encore 2 ans de contrat. J'aurais tendance, même si j'ai dit avant que Kovacs serait aidé par l'apport de nouveaux joueurs, notamment sur le powerplay, ce qui pourra effectivement lui faire marquer davantage de buts, Sekac me paraît un peu plus complet, et je pense qu'il a toujours livré la marchandise, ou en tout cas a toujours été le go-to guy à Lausanne, mais en tout cas, s'il y en a un dont les supporters peuvent le moins se plaindre, c'est peut-être lui. J'ai envie de lui donner un petit avantage sur ce coup-là. Je suis de ton avis également, pour un peu les mêmes raisons. Et moi, je l'ai trouvé vraiment... J'ai vu que le match contre les Pingouins à Yverdon. Je l'ai trouvé bon jusqu'au moment où il a posé les gants et puis il s'est énervé. Jusque-là, il était bon. Moi, on m'a dit... La phrase exacte, c'est « il est en mission cette saison, Sekac ». Donc là aussi, il y a peut-être un petit indice hockey manager pour ceux que ça intéresse et qui sont fans du LHC et qui ne savent pas qui choisir entre Suomela, Sekac, Kovacs. Moi, j'irais presque sur Sekac. Aussi parce que Sekac a fait une saison à plus de 20 buts en KHL, ce qui est quand même signe d'une certaine qualité. Tu me diras, Kovacs débarque à Lausanne avec 21 buts la saison précédente à Örebro en Suède, 17 celle d'avant. Mais Kovacs m'a l'air un peu moins fiable. Moi, j'ai l'impression que Sekac, il va pas toujours être constant dans la prestation, mais il est fiable normalement, et si ça se passe bien, il devrait vivre une belle saison. Donc, je suis de ton avis. C'est aussi mon choix entre les deux à plus de 15 buts. Et j'irais même, si je dois dire en dessus de 20, si on me dit que Sekac finit à plus de 20, je suis pas totalement surpris. Non. Mais les planètes doivent s'aligner aussi, bien évidemment. La même question que pour Genève. Qui fait plus de 26 matchs titulaires cette saison entre, évidemment, Ivar Spoulenovs et Connor Hughes? Je partirais quand même avec Ivar Spoulenovs. Je lui donne l'avantage du gars qui est là depuis un petit moment et qui a moins besoin, on va dire, de gagner sa place. Et on avait Connor Hughes l'année passée qui, par la blessure de Reto Berra, avait fait un super début de championnat. On a vu qu'il était un tout petit peu rentré dans le rang par la suite. Donc il débarque à Lausanne avec une demi-saison, on va dire, super impressionnante. Il aura une bonne défense devant lui, on l'a mentionné, donc normalement il sera pas, c'est pas comme s'il changeait puis qu'il arrivait, on va dire, soit à Ambry, à jouer dans un club avec une défense où il faudra voir, est-ce que le système défensif sera super bien appliqué, auquel cas, ok, ça peut marcher. Donc je donnerais un petit avantage aussi là derrière à Ivar Spoulenovs. J'ai bien aimé au passage l'interview. Je pense que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup. J'espère que les gens peuvent la trouver sur le site de Blick et puis si jamais sur Cold Facts aussi sur notre page Facebook. Il a gagné, je fais les guillemets avec les doigts, la médaille de bronze au championnat du monde à Riga. C'était l'euphorie incroyable en Lettonie. Mais par contre, il a quasiment pas joué. C'est assez intéressant de voir son analyse de tout ça et de voir les gens qui le félicitaient. Ouais, c'est compliqué. Il part gardien titulaire au premier match contre le Canada. Il se prend 5 shoots de goal. Le coach Harris Vitolinch le rappelle au banc.
Et en gros, il a une fois chauffé le banc contre les Tchèques et puis c'est tout. Il n'est pas revenu sur la glace. Donc il a suivi finalement de loin l'épopée de ses copains en fait. Et la photo, il est avec la médaille sur la glace avec les deux autres gardiens en jambière. Lui, il est en habit de ville. Puis il m'a dit, moi je l'ai pas mérité cette médaille. Elle n'est pas à moi, il l'a filé à son grand-père en disant tu mets ça dans la pièce où tu as tous mes vieux maillots, il y aura la médaille avec. Mais lui, il se sent pas victorieux de cette médaille. Je trouve que à la fois quand il me le disait, j'étais un peu surpris, disons, et je comprends complètement, il le disait avec toute la sincérité possible. Mais je trouvais que ça détonnait un peu. Absolument. Qu'un joueur dise cette médaille elle est pas vraiment à moi. Voilà, il a aussi un aspect un peu revanchard, je pense, cette saison. Parce que la saison dernière, il m'a dit il s'est trouvé très bon au début de saison, puis catastrophique après, ce qui a fait que Lausanne HC a engagé Lauri Kainen, gardien finlandais, qui a fait une très bonne fin de saison. Est-ce qu'il aurait pu rester? Oui, je pense que Lausanne aurait pu engager un gardien, mais du coup, il n'aurait pas fallu engager un autre défenseur étranger. Ça aurait pu être une option. John Foust a préféré avoir deux gardiens le suisses. Modèle genevois. Voilà, exactement. Avant qu'il ait fait ses preuves en play-off, mais c'est ce qu'avait Genève. Je suis de ton avis sur Poulianovs. Si on fait abstraction de la saison dernière, Connor Hughes avait 16 matchs de National League dans les pattes en carrière. Il en avait joué 7 avec Fribourg en 20-21. Il en avait joué 9 avec Fribourg. Ah non, il a 18. 9 avec Fribourg en 21-22. Il était prêté encore 2 matchs à Genève cette saison-là. Et donc, il avait 18 matchs de National League, 36 la saison dernière par la force des choses, en plus de la Spengler, en plus des matchs avec l'équipe nationale. Ouais. Ça faisait beaucoup pour Connor Hughes et je pense que c'était trop. Là, il y aura peut-être un peu plus dans les 20 pour lui et une trentaine pour Poulianovs. Je pense, ça me semblerait assez logique en tout cas. Et puis après, tout dépend si y a des pré-playoffs, des playoffs, des trucs comme ça. La main chaude, on l'a vu aussi finalement. Après, tu peux partir avec ça et il n'y a aucun souci finalement. Qu'est-ce qui est le plus probable? Kennins joue plus de 250 minutes cette saison ou Mackay Holdener joue plus de 250 minutes cette saison? Contexte. Mackay Holdener, c'est 155 minutes la saison dernière, donc c'est 95 de plus. Kennins, c'est 680 la saison dernière, donc c'est 3 fois moins à peu près. Mackay Holdener. Et avec Lausanne, je précise. Mackay Holdener pour moi, même si je suis pas sûr qu'il arrive à toucher 250, mais si la question est entre les deux, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que Kennins, c'est compliqué pour lui, simplement parce que on parle souvent, on s'est pas forcément moqué, je dirais, mais non. Le problème de poids, ou en tout cas le problème de condition physique, on va dire plutôt, est quand même quelque chose qui était ressorti quand il a été prêté à Sierre. C'était aussi un peu pour le remettre en jambes, en shape. Et puis, il me semble qu'on ne le voit pas tellement en ce début de saison. J'analyse juste ça comme ça en me disant que je vois plus jouer Mackay Holdener sur des trios que Ronald Kennins. Et Ronald Kennins n'est pas blessé. Donc, j'ai le sentiment que en coulisses, ça doit peut-être s'activer un peu pour lui dire allez hop, reviens un peu, mon gars. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Toi. Moi, je vais quand même partir sur Kennins parce que Kennins a un contrat jusqu'en 2026 avec le Lausanne HC. Donc, Lausanne a tout intérêt à ce que ça se passe bien pour lui. Absolument. Soit parce qu'il va du coup apporter quelque chose à Lausanne HC, et tant mieux. Soit parce qu'il va se mettre un minimum en valeur et en lumière. Pour qu'il reste 23, 24, 24, 25, 25, 26. Il reste 3 années de contrat pour Ronald Kennins. J'ai pas le montant du salaire, mais j'ai tous les indices qu'on m'a donné. Trop. Voilà. On sait qu'il a signé, donc on sait. Mais Lausanne aura quand même intérêt à ce qu'il joue. Mais là, actuellement, effectivement, il est en salle de force. Il est de retour sur la glace, mais il commence la préparation en salle de force. Il était pendant les entraînements, il était dans la salle. Donc, il est en... c'est aussi un truc qu'on a appris lors de la conférence de presse de lundi. John Foust nous a dit on a établi des standards pour les joueurs en termes de préparation, en termes de tests physiques, etc. Et c'est pas le Club Med, donc il l'a pas dit, ça c'est moi qui paraphrase, mais si les joueurs n'arrivent pas à certains standards, peu importe le standing du joueur,
voilà, il va quand même devoir être responsable de ne pas être capable d'atteindre les standards qui lui ont été fixés. Et pour l'instant, j'ai pas de réponse sur qu'en est-il. Est-ce qu'il est juste ménagé pour un tout petit quelque chose et il peut pas patiner? Actuellement, je ne sais pas. Mais il y a un petit problème là autour, donc ça va être intéressant de voir comment ça se développe. On est en août. Si ça se passe très bien à la fin de la préparation, puis il est sur la glace le jour 1, c'est un joueur qui peut vraiment amener quelque chose à Lausanne HC. Complètement. On rappelle qu'il a quand même des bonnes saisons à Lausanne. Il a plus de 30 points quand même. La dernière a été très compliquée, mais il n'a pas oublié de jouer au hockey. Surtout, c'est un joueur qui doit arriver avec avec de l'impact physique. Et s'il n'est pas capable de le faire avec un peu de vitesse, un peu d'impact physique, s'il n'est pas capable de le faire, effectivement, il te sert un peu moins parce que c'est pas son talent naturel qui va faire la différence. Donc, je comprends aussi que Lausanne dise non, mais le Kennings qui est peut-être moins mobile que par le passé, il nous intéresse moins. Nous, on veut revoir ce Kennings là, et si on le revoit, on sera très content de le faire jouer. Moi, je mise sur le fait qu'il va être capable de. Aussi parce que, comme tu l'as dit, Holdener arrive à 250, c'est beaucoup de minutes pour ce joueur. Même si là, il a marqué dans la cage vide, mais c'est toujours la même chose. Il était sur la glace au moment où la cage était vide. Donc le coach lui a fait confiance à ce moment-là en disant hop, t'es sur la glace à la 60e minute, donc t'es récompensé de la confiance qu'on t'a faite. Mais je pense quand même que Ronald Skenis va jouer plus que 250 minutes cette saison. J'ai hésité à mettre le cut un tout petit peu plus haut, mais du coup, après, avec Holdener, ça fonctionnait pas. Absolument. Et je pense qu'il est un peu bas le cut pour que ce soit vraiment très intéressant, selon moi. Hein, mais... Dernier qu'est-ce qui est le plus probable? Michael Hugli marque plus que 20 points ou Théo Rochette marque plus que 20 points. Contexte, Michael Hugli a mis 8 points la saison dernière, à 2 saisons à plus de 20 points. Théo Rochette, on le sait, commence sa carrière en Suisse cette saison. Sa carrière professionnelle en Suisse cette saison. Ça peut être les deux, mais qu'est-ce qui est le plus probable? Là, alors, mon petit... Le petit flag que je pourrais dire, c'est qu'on pose cette question fin août, où on n'a que les matchs amicaux pour voir se dessiner une tendance, et que forcément, après tu me diras, ça pourrait être trop simple, mais regardons quand même le début de saison. Qu'est-ce qu'il en sera du contingent au 13 septembre lors du match contre Fribourg? Est-ce que Théo Rochette sera toujours aligné en powerplay? Je suppose que ça, on peut quand même partir du principe que c'est pas lui faire des matchs amicaux maintenant, justement pour préparer le truc, pour finalement l'enlever au dernier moment. Je dirais que c'est un peu comme les matchs rookies en NHL quand on a 9 pour faire un peu tes preuves, puis après on peut te renvoyer dans ton club junior. C'est un petit peu la même chose pour lui. S'il faut le tester, autant quand même profiter de le tester en grandeur nature lors du début du championnat, ce qui fait que s'il est efficace dans cette situation, qui peut un peu marquer des points, notamment quelques assists, la barre des 20, c'est possible. J'aurais quand même tendance à dire que c'est plus probable que Hugli fasse 20 points, en me disant suivant avec qui il est, hein, si on le met en ailier d'une ligne avec un Suomela, par exemple, si on lui donne des responsabilités sur un powerplay, il a la possibilité il a plus de chances de faire ça, alors que Théo Rochette n'a jamais joué contre des adultes. C'est juste le seul truc, ça va être le temps de jeu en fait en powerplay qui peut déterminer ça. Mais moi, Théo Rochette comme ça de base, je l'imaginais autour des entre 10 et 15 points, mais tout dépendait après du temps en powerplay. Ouais, je pense que tu as bien résumé la situation. J'ai l'impression de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu et de tout ce qu'on me dit, qu'on va lui donner la chance à Théo Rochette de faire sa place, et c'est à lui de perdre sa place. Je ne sais pas comment traduire ça, je ne sais pas comment dire ça de la meilleure manière, mais la place est à perdre. Il devrait avoir l'occasion de se mettre en valeur et de briller cette saison, en tout cas en début de saison. Et si après, lui, il ne saisit pas cette chance, peut-être qu'il va être rétrogradé. Je pense que ce qu'il a actuellement comme temps de jeu dans les mains ne devrait pas lui être enlevé. Et il a du temps de jeu de qualité, il a même du box-play. Il a joué quelques box-play avec dans le match de mardi soir. Là, il jouait avec Ria et Kovacs contre les Pingouins. Le match d'avant, il faisait un duo avec Jason Fuchs. Fuchs qui était décalé sur l'aile. Jeff Ward m'a dit que ça lui faisait pas peur de mettre Fuchs à l'aile parce que c'était un joueur qui était tout à fait capable de le faire et qu'il a presque été meilleur par le passé quand il était à l'aile.
J'ai pas ce souvenir-là de Fuchs meilleur à l'aile qu'au centre, mais moi je m'en souvenais pas. Ouais. Mais avec Bienne, hein, je crois qu'il a eu. Absolument. Moi je fais tout à fait confiance à Jeff Ward pour s'être encardé, il ne l'a pas vu de ses propres yeux avec Bienne, mais je pense qu'il s'est quand même bien renseigné. Les Biennois peut-être pourront confirmer ou non ce sentiment. Moi je l'avais pas, mais très bien. Mais Ugly joue avec Sekac et Fuchs. Et si tu fais une ligne Sekac, Fuchs, Ugly, il est peut-être aussi là pour finir 2-3 jeux de temps en temps. Sekac, moi j'attends à ce qu'il fasse une belle saison. Donc si tout se passe bien pour Ugly, je le vois faire une saison de rachat assez intéressante. Donc là aussi, j'ai un peu l'impression qu'en tant que Lausanne HC, un joueur comme ça, que tu as encore sur contrat pour très longtemps, t'as tout intérêt à ce qu'il soit bon. T'as tout intérêt à ce qu'il se mette aussi en valeur, que ce soit pour toi. C'est exactement le même cas que Keynes. S'il est bon, t'en profites déjà au moment où il est bon. Puis en plus, c'est peut-être un peu plus facile d'après aller dire à la fin de la saison, il a fini à 25 points. Il lui reste 3 ans de contrat. Certes, c'est encore très cher. Mais peut-être que là, ça devient intéressant de dire on fait peut-être nous un petit effort, mais vous aussi. Et l'effort fait par la partie adverse, si bien que tu veux t'en séparer, hein, c'est pas un acquis. Je dis pas que Lausanne cherche à s'en séparer du tout, mais c'est plus facile d'aller acheter un joueur à 25 points. Exactement. Qu'à 8, dont un but. Donc voilà, moi je vois une jolie saison pour Ugly. Maintenant, j'ai pas répondu à la question, je sais. Qu'est-ce qui est le plus probable entre les deux à plus de 20 points? J'aurais tendance à dire aujourd'hui, si les choses ne bougent pas dans le Lausanne HC avec les responsabilités attribuées aujourd'hui, je pense Théo Rochette, mais tout en étant conscient que d'ici le 13 septembre, ça peut complètement bouger et changer complètement. On continue avec un petit passage par Hockey Manager. Vous avez pu découvrir le site pour ceux qui l'ont fait. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est de loin pas trop tard. Les valeurs sont sorties la semaine passée en même temps que le site. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, l'important c'est les valeurs. Absolument. Déjà tu avais dit du passé, faisons table rase. On a bientôt 5000 équipes sur le jeu, ça devrait arriver tout soudain, on est très content, ça va à un rythme qu'on apprécie. Avant de parler de cette saison et de 2-3 petits conseils qu'on peut avoir et des conseils qui sommes-nous pour en donner, nous on a un micro donc on dit des trucs. Ouais. Après faut pas venir nous en tenir rigueur si on dit des conneries. Mais avant ça, vendredi, lancement du mode arcade. On en a parlé la semaine passée avec Michael Trigo, mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est un mode beaucoup plus simple où on crée son équipe. Les points sont tous les soirs comptabilisés, il n'y a pas besoin de faire ses lignes. 5 transferts par mois, le premier du mois, et ils ne sont pas cumulables sur le mois d'après, donc si vous les utilisez ou pas, tant pis, ils tombent. Le but du jeu, c'est de peut-être faire des ligues avec peut-être certains de vos amis qui sont moins au taquet que vous et puis qui disent ton hockey manager, j'ai tenu jusqu'à mi-novembre ou mi-octobre. J'ai un ami qui me fixe certaines dates aussi. Il dit cette année, je tiens jusqu'à la Saint-Nicolas. Ouais. Je vais jusqu'à l'épiphanie cette année. Un catholique au hasard. Il est catholique. En tout cas de naissance. Et là, c'est un peu plus simple parce que tu peux laisser ton équipe vivre sa vie sans trop devoir t'impliquer. Mais il y a les petits transferts quand même. Il y a une augmentation de budget en cours de saison. 10 millions qui viennent se greffer par-ci, à 2 reprises. Oui. Les valeurs des joueurs ne bougent pas. Donc, Théo Rochette sera toujours 3,5. Michael Granoun sera toujours 13. Maninen sera toujours 12, etc. Oustinkov sera toujours 1. Oh, tu parlais de petits. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir différemment à ton équipe. Parce que est-ce que tu prends Oustinkov à 1, sachant qu'il va peut-être monter à 4,5 dans l'autre jeu et tu vas être content de le vendre. Oui. Mais là, est-ce que tu le prends pas. Bref, ça va poser plein d'autres questions et ça va être très intéressant. Le budget aussi à noter. Tu parlais de la différence avec l'autre, c'est que les gardiens, ils font en prendre 2 et c'est pas des duos. Individuel, ouais. Voilà, il y a que 6 défenseurs et pas 8. Et puis par contre, alors il y a 12 attaquants. Donc, et il n'y a pas de bonus. Et le budget n'est pas de 140 millions, mais de 135 millions, comme à l'époque, on va dire, pour les anciens. Si tu mets le code promo Svoboda, à un moment, t'as 20 millions de plus. Mais à vous de trouver où vous devez le mettre. Si vous trouvez 20 millions de plus, non, c'est pas vrai du tout, hein, évidemment. Blague à part, bref. Ceci mis à part, on a commencé à faire nos transferts, nos équipes, nos line-up, mais
assez compliqué de faire ça. Toi, il y a des joueurs qui t'ont un peu, qui te titillent, on va dire. Alors, on aime bien les rookies à HM. Hein. C'est un peu le. On en parlait aussi avec Nicolas Mertel, celui qui a gagné la saison dernière le jeu. Ce qu'on aime, c'est de voir ces joueurs, typiquement Reinbacher qui était à 1, de le voir monter comme ça, puis de se dire. Ah, je vais le vendre. Puis après, mais il m'a encore 2 assists là. Ouais, je vais encore attendre un peu. Et on se rappelle, les plus anciens là aussi, Dominique Egli. On a vu Ugly plonger quand il était à 1, etc. Klingberg à 1. Oui, ça c'était un super coup. Est-ce que tu es suffisamment vieux pour avoir vu Klingberg à 1 à Hockey Manager? Ça c'était excellent, vraiment, en l'occurrence, quand Klingberg était descendu comme ça. Il était vraiment bien remonté en plus. Tu as parlé de Justinkov. Tu as... Bon, si on était au Rochette à 3,5, Justinkov, il est à 1, forcément. On a un joueur comme Brian Zanetti, un défenseur... Je ne dis pas tous, attention. Tu dis qu'il faut donner des bonnes idées. Je ne dis pas toutes. Donc, il y a quelques défenseurs où à 1-2, il y a... viser un petit peu, regarder les contingents et puis regarder qui est pas mal. Par exemple, il y a des rookies à Lugano. Alors après, ça va être à choix parce qu'ils vont pas tous jouer. C'est ça, entre Verboon, entre Cormier, entre Canonica. Même Zanetti, lui, il avait déjà joué, donc il a une valeur qui est un petit peu plus élevée. Et là, du coup, c'est là où c'est assez intéressant parce que si tu tapes juste avec ces joueurs-là, ça permet de pouvoir aller se dire, bon, moi j'aime bien... C'est pas un conseil, hein, c'est juste un sentiment. Moi, j'adore Ruotsalainen et Granlund, ce duo-là. Et je suis pas loin de faire le duo Ruotsalainen-Granlund. Et je peux le faire actuellement, mais Lugano m'a tellement fait mal l'année passée en début de saison. Et ouais. J'allais dire avec ce fumier de XXX, avec Oliver Kaski, qu'on ne va pas nommer. Non, bien sûr, je rigole évidemment. Non, mais avec Oliver Kaski, que j'attendais gros comme une maison, qui a été un flop gros comme une maison. Donc voilà, je me méfie un peu de Lugano. Au moment où je suis en train de parler, je suis en train de virer Dennis Malgin et de prendre Granlund, parce que j'arrive pas à supporter de ne pas avoir le duo Ruotsalainen-Granlund. Mais pourtant, Dennis Malgin, qu'est-ce qu'il a utile parce qu'il est suisse. Oui, mais et ça permet d'aller chercher peut-être je dis n'importe quoi, mais un Wingerli qui est moins cher, ça te fait quand même un étranger. Après, on ne sait pas ce qu'il en est. On en a parlé aussi avant, dans une des parties, de dire, Hockey Manager, des fois, on aime bien, on est tout foufou, il y a des nouveaux joueurs. Ouh, il y a Maninen, il y a Lenström. Ouh, je sens qu'il va faire quelque chose. Et puis, année 1, en Suisse, il faut quand même juste se méfier. Là, tu parles de Ruotsalainen, année 2. Ruotsalainen, l'année passée, il met un quadruplé, notamment. Assez utile quand tu l'as et que quand il y a le hat-trick dans le mode normal, ça fait un petit bonus en plus. Donc, à voir. Mais je pense que Ruotsalainen, effectivement, ça fait partie de ces joueurs qui sont intéressants. Est-ce qu'à Zug, il y a quelqu'un ? Là, je parle de Wingerli. Il y a peut-être d'autres attaquants étrangers qui peuvent être assez intéressants. Est-ce qu'un Kovar, finalement, n'est pas aussi... un peu l'assurance tout risque de ça. Je me demande, à Bienne, là aussi, un Eponiemi, est-ce que ça peut être intéressant ? Peut-être. Kovar à 12. C'est un peu comme Chervenka. À un moment, Chervenka, tu te dis, on rappelle, c'est le meilleur compteur de la saison passée. Ouais, bon, il va pas le faire chaque année, mais il commence à être vieux. Puis la saison commence, puis ça marche toujours bien, quoi. Donc... à un moment, il faut accepter qu'il y a des joueurs, tu risques pas de te tromper. Ouais, exactement. Donc là, c'est le moment un peu, comme tu disais, regardez les matchs amicaux, regardez qui joue avec qui. Je sais pas, il y a un duo, mais là, j'ai pas l'impression de révéler un truc incroyable, hein, mais Michaelis, Hoffman, O'Neill, j'ai l'impression que chaque fois qu'Zug marque un but, c'est Hoffman sur passe de Michaelis et O'Neill. Bon, ça fait un bonus ligne offensive. Ça, si ça arrive une fois à la 5e minute de ton match, t'es content. C'est une piste aussi à réfléchir, mais est-ce qu'il faut prendre que 2 puis te dire Maninen à 12, je l'aime bien, pourquoi pas. Ruotsalainen, je l'aime bien. Martin Ferk. Ouais. Apparemment, ça se dit comme ça, ou Freck, je sais plus. C'est l'un ou l'autre, l'ailier de Berne, qui est quand même capable de marquer plein de buts également. Tu parles de Berne à part sélection. Knight va arriver dans le jeu. On attendait juste la confirmation officielle. C'est sorti tout récemment que le contrat avec c'était une histoire de contrat avec la KHL qui devait être...
il peut retourner en KHL à Omsk si tout d'un coup il avait envie ça se passait pas bien puis qu'il avait envie de rentrer. Donc il n'est pas encore officiellement dans le jeu, mais il va arriver. Voilà. Donc voilà, on refera un petit pointage la semaine prochaine, j'imagine. Semaine prochaine, nous allons parler des autres clubs romans, donc on aura peut-être des invités. Et pour ceux qui suivent, dans 2 semaines, on aura un épisode spécial avec Roland Gué et Geoffrey Vauclair, nos amis les pécalistes. Épisode traditionnel qui va arriver le mercredi 13 à 17h pour vous chauffer avant le match Fribourg-Lausanne le soir même. La télé Valdo fribourgeoise, est-ce qu'on pouvait faire mieux? Je crois pas. À la voir en direct sur la télé. Ouais. C'est le seul truc qu'on pouvait faire de mieux, mais pour la télé vos Fribourg. Mais pour Hockey Manager, on vous rappelle, faites vos équipes, essayez le mode arcade, c'est pas perdu. Nous, en tout cas, on se réjouit de lancer ça, et puis on est aussi toujours à l'écoute s'il y a des petits problèmes, des bugs, des choses que vous rencontrez. On essaye de faire au mieux pour que ça fonctionne, mais en tout cas, jusqu'à présent, on est très content des retours qu'on a eu de votre part, ceux qui nous en ont fait. Donc, n'hésitez pas à continuer. Merci beaucoup. Voilà, au terme de cet épisode 2, c'est facile de Colfax. Je vais être plus à la peine en février-mars pour savoir le nombre d'épisodes, mais pour l'instant, ça va. Comme d'habitude, on est présent sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de questions à nous poser, mais peut-être faut pas hésiter. C'est peut-être le bon moment, justement. Il y a moins d'actu pour le faire. Comme tu dis, la semaine prochaine, Fribourg, et puis les 2 clubs de l'Arc Jurassien, Bienne et Ajoie notamment. On verra si on parle d'autres choses, mais en tout cas, c'est un peu le programme de base. Exactement. Et puis d'ici là, abonnez-vous sur Spotify, la petite cloche pour avoir les notifications. Je voulais la petite cloche parce que on est bientôt à 1300. On veut atteindre les 1300. On va être à 2000 abonnés avant la fin de la saison. Vous vous débrouillez. On n'a absolument aucun centime qui est dans notre poche si vous abonnez sur Spotify, si vous voulez continuer de nous écouter sur SoundCloud, sur YouTube, sur où vous voulez. C'est pas un problème, évidemment, mais c'est juste mon habitude de consommation qui fait que j'ai l'impression que c'est le plus simple. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous. Peut-être qu'on va se croiser autour d'une patinoire. Pour ma part, après avoir vu Lausanne et Genève, je vais aller voir Fribourg vendredi du côté de Gand. Ok, moi samedi pour le match contre Liberec, la Lions Party. Ah ouais, c'est la première fois que je verrai Lausanne, donc voilà. Et donc n'hésitez pas à venir dire bonjour, c'est toujours un plaisir. Et sinon, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. À bientôt.